Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Son accent est connu de tous, mon invité du jour est un journaliste politique qui a participé pendant 9 ans au Grand Journal sur Canal+. Il a été également sur RTL pendant 12 ans. Il est aujourd'hui sur Europe 1 dans la matinale de Nikos Aliagas et il intervient aussi régulièrement sur LCI et sur France 5 dans C'est l'Hebdo. Mon invité du jour est Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, peu de gens le savent, mais vous avez un parcours atypique. Vous n'êtes pas directement après le bac Non, j'ai quitté l'école jeune. À 14 ans, j'ai eu mon BEPC au repêchage, c'est-à-dire dans beaucoup de difficultés. Ouais. J'ai exercé divers métiers. J'ai vendu des voitures, j'étais garçon de café. Exactement. Et puis à 24 ans, j'ai repris des études, j'ai passé un baccalauréat, puis une maîtrise de droit, une école de journalisme. Donc il y a eu 10 ans d'activité professionnelle avant de trouver un chemin qui me paraissait correspondre davantage à mes émotions. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi le journalisme justement ? Parce que la politique m'a attiré assez tôt. Donc déscolarisé, j'ai lu, je me suis intéressé à tout ça. Et j'ai compris que ce qui m'intéressait dans la politique, c'était le regard. Parler de la politique, mais faire de la politique, c'était pas à moi. Donc du coup, je me suis orienté non pas vers le journalisme, mais vers le journalisme politique. Je n'avais pas envie de faire du journalisme. J'avais envie de faire du journalisme politique. Et depuis, cette passion, elle vous a plus quitté ? Non, vraiment, je me lève le matin, je pense que j'ai des émotions qui sont similaires à celles que j'avais il y a maintenant déjà pas mal de temps. Et on ne se lasse pas de parler tous les jours de politique ? Ou comme ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'événements chaque jour La politique est à la fois statique et dynamique. La politique, c'est l'écriture de ce qui sera plus tard l'histoire. Et donc il y a des permanences, bien sûr, dans une société. Il y a des traditions, il y a des choses qui sont liées à notre passé, très fortes. Et puis il y a des événements dans l'actualité qui renouvellent, interrogent, remettent en cause en permanence. Donc c'est, au fond, l'observation d'un journaliste politique et l'observation d'une matière très riche, sans cesse en mouvement, avec des éléments de permanence, et c'est un défi intellectuel quotidien. Et donc je ne vois pas d'où pourrait venir la lassitude. Et donc chaque jour, vous prenez toujours autant de plaisir à parler politique ? Vraiment oui, vraiment oui. Et puis en fait, pour vous dire la vérité, c'est une chose que je n'ai jamais maîtrisée. Quand j'entends ou je vois des choses, ça suscite des réactions au plus profond de moi, d'une certaine manière. Donc je vis avec ça. Je vis dans ce mouvement-là parce que c'est en moi. Voilà, c'est la nature qui l'a déposé. Je n'ai pas plus de mérite que ça, au fond. Et alors, pendant 9 ans, vous avez participé au Grand Journal sur Canal+. Est-ce que c'est votre plus beau souvenir en télévision ? C'est sans doute mon plus beau souvenir professionnel parce que il y a eu des moments très forts. Et puis, c'est assez singulier de se dire qu'on a participé pendant un temps assez long, 9 ans, à une émission qui s'inscrit dans l'histoire de la télé. Alors, c'est pas moi qui ai créé l'émission, c'est pas moi qui l'a dirigée, j'en étais un des participants, mais pas le principal. Enfin, j'étais dans une équipe. Et donc, je ne cherche pas là à m'attribuer une gloire que je ne mérite pas, mais c'est une émission qui reste dans la mémoire des gens. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, le Grand Journal ». Donc, c'est sans doute le souvenir professionnel le plus fort. Après, j'ai vécu d'autres expériences professionnelles qui m'ont apporté beaucoup et dont je me suis beaucoup nourri. 12 ans d'interview à RTL, oui, ça c'est évidemment un passage très important. J'ai passé 5 ans aux Parisiens qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont beaucoup construit aussi. J'ai été chef du service politique à France Inter, c'était aussi pas mal. Enfin, j'ai travaillé au Monde aussi une petite année, un peu trop court peut-être, où là aussi j'ai des souvenirs vraiment forts. Donc j'ai quand même eu pas mal de chance dans ma vie professionnelle. Et alors au fur et à mesure des années, vous avez vu qu'il y avait une défiance grandissante envers les médias. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Je ne pense pas que la défiance soit grandissante. La défiance vis-à-vis des médias est permanente. Elle fait partie des structures de la société. Les gens se méfient de ceux qui apportent des nouvelles. Pourquoi s'en méfient-ils ? D'abord parce qu'ils pensent que souvent ils sont associés au pouvoir. Ça, c'est une constante dans la vie des sociétés. Nicolas Dupont-Aignan avait accusé Patrick Cohen sur France 5 d'être un serviteur du pouvoir et un serviteur d'Emmanuel Macron notamment. Mais combien de journalistes ont été accusés d'être les serviteurs zélés de Nicolas Sarkozy, de François Mitterrand, du général de Gaulle. C'était pas tout le temps faux d'ailleurs. Voilà, mais donc c'est pas récent. La critique de la presse, la critique du médiateur est permanente.
soit parce qu'on pense qu'il sert le pouvoir, soit parce que de toutes les façons, il dit des choses qui peuvent contrarier vos convictions. Et donc, la critique est là, et en même temps, les gens s'informent. Les gens regardent par millions la télévision, les gens écoutent par millions la radio, lisent un peu moins, hélas, la presse écrite, mais les gens s'informent. Et la diversité des sources d'information est telle qu'au fond, chaque citoyen, même s'il ne le dira pas comme ça, a un lien de confiance avec un médiateur, donc avec un journaliste. Il ne faut pas penser que les réseaux sociaux changent considérablement cet état de fait qui est assez archaïque. Et pour lutter contre ça, justement, que peuvent faire les médias ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou Non, les médias ont fait beaucoup de choses. D'abord, les médias, globalement, se sont professionnalisés. Il n'y a pas, comme cela pouvait exister dans la République, sous la Troisième République, la Quatrième République et les débuts de la Cinquième, des journalistes encartés. Il n'y en a pratiquement plus. Il y en a toujours, mais des journalistes qui confondent la carte de presse et la carte d'un parti politique. Et puis, les médias savent aujourd'hui que ils le savent depuis un moment, mais c'est quand même très fort aujourd'hui dans la culture professionnelle. On ne fabrique pas une information et on ne trafique pas une information. Et la seule force des médias, c'est d'être au plus près, autant qu'elle puisse exister, de la vérité. Voilà. Alors après, une fois que la vérité est établie, la subjectivité peut se déployer, mais il y a des faits. Voilà. Jean-Marie Le Pen est qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a dit ceci. Il y a des faits qui s'imposent à nous. Voilà. Et ces faits-là, il faut les accepter comme des faits incontournables. Après, une fois qu'on a accepté les faits, chacun apporte son intelligence sur le fait. Mais la presse a progressé le jour où elle a dit la vérité des choses. En 1956, vous êtes beaucoup trop jeune, moi non plus je n'étais pas né d'ailleurs, en novembre 1956, c'est un exemple que je cite souvent. L'Humanité, qui était le journal du Parti communiste français, c'était des journalistes qui faisaient l'Humanité, a fait cette une. Budapest a retrouvé le sourire, les chars soviétiques venaient de rentrer en Hongrie. Et évidemment, les Hongrois, qui ne souhaitaient pas évidemment que les soviétiques viennent faire la loi chez eux, n'avaient pas le sourire. Eh bien ça a disparu. Voilà. Ça a pratiquement disparu, voire totalement disparu. Aujourd'hui, on ne trafique plus l'information. Et alors, qu'est-ce que vous voudriez dire justement aux jeunes étudiants en école de journalisme ou comme moi par exemple, qui veulent faire ce métier, notamment aussi pour lutter contre cette défiance et retrouver, dire la vérité? Ce métier, il faut le faire parce qu'on pense que le journaliste a un rôle social important, que la médiation est importante. Celui qui fait quelque chose, un acteur, trouve dans le médiateur quelqu'un qui répercute son action auprès des citoyens. Donc c'est une fonction importante, très importante. C'est pour ça qu'il faut faire du journalisme, si on a envie d'en faire. Ensuite, les choses iront d'elles-mêmes. Si on est sérieux dans son travail, soi-même, eh bien on parviendra sans doute à gagner la confiance de ceux qui écoutent, c'est-à-dire de gens qui veulent acquérir une citoyenneté. C'est l'objectif qu'il faut viser, gagner la confiance des gens. Après, que voulez-vous, on n'est pas maître de tout. Si décidément la défiance est à ce point qu'un jour on brûle les journalistes en place publique, un dirigeant politique important, puisqu'il était quatrième du premier tour de la dernière élection présidentielle, voilà, je crois que c'est lui, a dit « la haine des médias est juste et saine ». Eh bien, si ces gens-là l'emportent auprès de l'opinion publique, que voulez-vous, tant pis, on ne peut pas être maître de tout. Si la bêtise gagne, eh bien, la bêtise gagne. Mais je ne crois pas qu'elle gagnera. Et alors, en janvier dernier, vous vous êtes retrouvé au cœur de l'actualité parce qu'un homme qui se disait journaliste gilet jaune vous a interpellé au pied de la tour TF1, vous disant que vous étiez un millionnaire, un journaliste qui vivait grâce aux grands médias et tout ça. Cet homme a été attaqué en justice par Audrey Crespo-Mara. Il a été interdit d'entrer dans le 15e, 16e arrondissement, ici les Moulineaux et Boulogne, là où siègent tous les grands médias. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il a créé entre guillemets, une agence, c'est ce qu'il dit, pour que certaines personnes viennent faire ce qu'il faisait. Quel regard vous portez sur ça ? D'abord, je pense qu'Audrey Crespo-Mara a eu raison de porter plainte parce qu'il l'a harcelé littéralement, pratiquement tous les jours. Chaque matin, il allait au pied d'Europe 1. Ça, là, on était au-delà de ce qui est admissible. Donc la plainte était fondée et la condamnation, du coup, me paraît l'être aussi. Ensuite, le travail de cet homme-là était un travail qui n'était pas sans intérêt au fond. Alors, il l'a fait même avec moi de manière agressive, c'est un problème, mais qu'est-ce qu'il disait ? Il m'a dit à moi, vous mentez aux gens. Et ça m'a fourni l'occasion, à moi,
d'expliquer un peu mon travail, donc ça n'est pas inutile. On peut regretter la forme, l'interpellation trop agressive, mais sur le fond, il portait la méfiance que vous évoquiez tout à l'heure, que ressentent beaucoup de Français. Et c'est bien, au fond, d'être confronté à cette méfiance pour pouvoir y répondre, pour pouvoir dire qu'Emmanuel Macron ne m'appelle pas tous les matins avant que je fasse mon papier. Ni lui, ni des gens qui travaillent pour lui. Ce qui est particulier aussi, c'est que tous les journalistes sont des menteurs. Oui, c'est une vision du monde que d'autres personnes peuvent partager et à laquelle il faut se confronter pour en montrer la bêtise. Donc son travail n'est pas inutile. J'ai répondu volontiers à ce gilet jaune qui m'aborde de manière assez agressive. Il ne me connaît pas, il m'interpelle, il me filme. Il vous filme directement. Tout ça est assez agressif. Mais je lui ai répondu sans savoir que ça aurait ensuite cet écho, parce que je ne voulais pas laisser passer l'occasion d'expliquer à cet homme-là qui pensait ce qu'il pensait, qu'il se trompait en pensant ce qu'il pensait. Et donc je voulais lui expliquer un peu mon métier. Et vous regrettez pas lui avoir répondu parce que ça lui a donné quand même une caisse de résonance Oh, je n'ai pas réfléchi à tout ça. Quand j'ai posté moi-même sur mon compte Twitter la vidéo qu'il avait tournée, je n'ai pas pensé que ça aurait cet impact-là. Est-ce que je le regrette? Non, parce que je pense que ce que la scène établit, c'est que la critique était outrancière, et donc que le discours de défense du journalisme avait un peu de crédibilité. Donc je ne peux pas regretter ça. Je peux pas. Et vous êtes resté relativement calme face à cet homme. Laurent Ruquier, par exemple, Bernard Tapie sont assez énervés. Vous comprenez ça? Qui s'énerve, oui. Enfin, après, chacun réagit. Moi, je pense que j'ai réagi comme j'ai réagi, pour deux raisons. D'abord, je pense que j'étais de bonne humeur ce matin-là. Donc, si j'avais été de mauvaise humeur, peut-être que se serait passé différemment. Et puis ensuite, parce que je saisis, quand je le peux, toute occasion qui m'est présentée pour expliquer ce que je fais et la manière dont je le fais. Donc voilà, si j'avais été de mauvaise humeur, encore une fois, je pense que je lui aurais dit vous arrêtez de filmer et puis oubliez-moi. Après pratiquement 28 samedis de mobilisation, quel regard vous portez justement sur ce mouvement? Est-ce qu'il est arrivé à bout de souffle? À bout de souffle, oui, je pense. Depuis le mois de février, il n'y a plus que 50 000 personnes dans les rues, donc le mouvement des Gilets jaunes, sous la forme d'une mobilisation hebdomadaire, est arrivé à bout de souffle. Sur le fond, il a posé des questions qui ont eu un fort retentissement dans la société, le pouvoir d'achat, je travaille, je n'arrive pas à faire les fins de mois, donc j'ai trop de taxes, trop d'impôts. Ça, c'est des choses qui se sont installées, je pense, dans le débat public. Et ensuite, il s'est perdu dans des revendications, pour certaines, complexes. Il faut en finir avec la 5e République et faire la 6e République, franchement, personne ne sait ce que ça veut dire. Des revendications sans doute outrancières, faire des référendums à propos de tout et de n'importe quoi, je pense que ce n'est pas un mode de vie sociale possible, parce qu'on ne peut pas être en campagne électorale permanente. C'est pour ça qu'on délègue l'action politique. Et puis il s'est perdu aussi parce qu'il s'est idéologisé, il a été mangé par la violence parce qu'il ne s'est pas organisé. Oui, ça ne les a pas aidés. Non, il reste quelque chose d'important des Gilets jaunes, des questions posées qui restent et qui sans doute structurent l'opinion publique qu'on retrouvera dans les prochaines élections. Question du pouvoir d'achat, la fiscalité, ce sont des questions qui resteront. Le reste, je crois que c'est un peu perdu. Et notamment parce que tout mouvement qui n'a pas le courage ou la possibilité de s'organiser, de s'ordonner, de se donner des chefs, est un mouvement qui est condamné à disparaître. C'est ce que connaissent les Gilets jaunes. Vous parliez des élections européennes, on arrive, c'est ce week-end. Vous aviez confié il y a quelques années voter blanc à chaque élection. Pourquoi ? Je vote blanc parce que depuis que je suis journaliste ou que j'ai décidé d'être journaliste, je n'ai pas voulu être en situation de me trouver face à quelqu'un pour qui j'avais voté ou contre qui j'avais voté. Moi, je suis hostile au comptage du vote blanc, parce que je pense que quand on est citoyen, on doit choisir. Mais moi, je ne veux pas choisir pour des raisons professionnelles. Je ne veux pas dire bonjour à quelqu'un si j'ai voté pour ce quelqu'un ou si j'ai voté contre ce quelqu'un. Je veux être vis-à-vis de lui le plus neutre possible. Et vous pensez que les journalistes devraient le faire en général? Ou seulement les journalistes politiques? Moi, je pense que ça pourrait être une bonne règle pour le journalisme politique, mais je sais que je n'ai aucune légitimité à chercher à imposer ce genre de choses. Chacun gère ça comme il le veut, mais chaque fois que j'explique cela, j'ai l'impression que j'ai du mal à faire comprendre ma position, alors qu'elle me paraît simple. Je fais du journalisme politique et je ne veux pas être face à quelqu'un pour qui j'ai voté ou contre qui j'ai voté. Ça me paraît très simple et ça me paraît assez sain. Mais je dois bien avouer que j'ai pas fait beaucoup d'émules. Mais ça m'est égal. Donc les élections européennes, pourquoi est-ce que les Français s'intéressent pas trop à cette élection? C'est un paradoxe. Les Français ne s'intéressent pas à l'élection de Français au Parlement européen, mais les Français sont attachés au maintien de la France dans l'Europe. Les Français n'imaginent pas, c'est vraiment un courant très marginal, que la France sorte
de l'Europe. Donc on devrait voter aux élections européennes. Et on ne vote pas parce que on comprend que l'Europe est organisée autour des chefs d'État et de gouvernement, donc le Parlement. Et puis on ne vote pas parce que, contrairement à l'idée que voulaient véhiculer les Gilets jaunes, je pense que personne ne ressent la nécessité de voter tout le temps. Je crois que dans les têtes, le rapport à la politique n'est pas construit comme ça. Chaque fois qu'on nous donne l'occasion de voter, on ne saisit pas cette occasion. On vote assez peu pour les conseillers départementaux, qui sont des conseillers de proximité. On vote assez peu pour les conseillers régionaux, qui ont des compétences importantes. On vote beaucoup pour les maires et on vote beaucoup pour le président de la République. On vote même moins aujourd'hui pour la désignation des députés. Et on doit regarder tout ça, essayer de comprendre ce qu'est la citoyenneté, qu'est-ce qui motive la citoyenneté, pour essayer d'ordonner le paysage politique en fonction de ce que disent les citoyens. Et donc, il ne faut pas s'alarmer, je crois, on peut le déplorer, mais il ne faut pas s'alarmer de l'abstention qu'il va y avoir aux élections européennes, parce qu'elle ne dit pas un désinvestissement des gens de leur citoyenneté. Mais la citoyenneté est sans doute trop sollicitée, ou sollicitée pour des objets trop lointains, comme le Parlement européen. Et donc vous, au contraire de nombreux Français, vous allez aller voter, mais blanc. Je vais aller voter, mais blanc, oui. Ça, pour le coup, je n'ai pas loupé une élection depuis que je vote blanc. Je vote. Vous êtes sur Europe 1 depuis la rentrée de septembre dernier. Vous aviez déjà fait un passage dans Europe Midi. Europe 1 va mal. Quel regard vous portez sur la situation de la station ? Bon, moi je suis triste parce que c'est une très belle radio, une rédaction vraiment très sympathique. Et puis la matinale radio à laquelle je participe, avec Nikos Aliagas, je trouve a beaucoup de qualité, donc je suis triste qu'il n'y ait pas davantage d'auditeurs. Ensuite, à la place où je suis, il faut faire des choix pour la nouvelle saison. Je ne sais pas quels choix feront ceux qui dirigent la radio et le groupe Lagardère. Laurent Guimier, le patron de... Laurent Guimier, voilà, et puis Arnaud Lagardère, qui est le propriétaire. Je ne sais pas quel choix ils feront. Moi, j'espère pouvoir continuer mon travail. J'espère que Nikos va le continuer. Et puis en même temps, sans doute, il faut changer des choses. Mais... Oui, il a été dit que Nikos allait quitter son poste. Oui, ce qu'il a démenti. Donc ça, c'était déjà au mois d'avril. Donc ouais. Je ne sais pas ce qu'il en est vraiment, en fait. Je ne sais pas. Je n'ai pas parlé avec lui, avec Nikos. Donc je ne peux pas vraiment vous dire. Je serais triste si ça s'arrêtait, mais voilà, après... Mais donc vous espérez être là la saison prochaine ? Oui, j'espère, bien sûr. J'ai bien aimé faire cette saison, et faire de l'éditorial politique est une activité qui me plaît vraiment, donc j'espère continuer. J'ai une dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Écoutez, me souhaiter des choses extrêmement banales et extrêmement importantes. Que la vie continue comme elle est là, et c'est formidable. Eh bien, merci. Merci Jean-Michel Apathy d'avoir accepté mon invitation. On vous retrouve donc sur LCI, en tant qu'éditorialiste et aussi dans l'heure d'Apathy en remplacement de Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot prend des vacances. Et puis on vous retrouve aussi sur Europe 1 chaque matin à 7h40 et sur France 5 dans C'est l'Hebdo. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. Parfait. Bon, voilà. Et merci beaucoup. Merci à vous.